Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. Bienvenue dans ce rapport de bataille qui va voir s'opposer les Fang de Arnaud, qui représente la région du Nord, à Métembo, représentant fièrement la région des Vosges. Cette partie a eu lieu lors de l'événement de Beson qui s'est déroulé début juin 2024. Ça fait déjà une bonne dizaine de jours qu'a eu lieu l'événement. J'ai pas pris beaucoup de notes, donc c'est pas impossible que dans mon rapport de bataille, certaines choses soient un petit peu imprécises. Je m'en excuse notamment par rapport à mon adversaire, hein. Et on va commencer tout de suite donc par la présentation des différentes listes. On va commencer par la liste de mon adversaire. Donc c'était une liste Fang qui était tournée autour d'Apaté. Donc Apaté, on ne la présente plus, un très bon profil, une très bonne lanceuse de sorts qui se débrouille quand même plutôt bien au corps à corps avec une bonne agilité. Et c'est un perso qui effectivement en tant que Tembo me faisait très peur, de par la magie Fang notamment. Elle est secondée par un exécuteur de niveau 2. De souvenir, il me semble qu'il était équipé d'une arme de corps à corps, je crois une Scram Access, et un petit bouclier, une rondache, pour se protéger un minimum. À côté de cela, il y avait trois goulus de niveau 1, et il me semble que les trois étaient équipés donc d'arcs courts. C'était d'ailleurs la seule force de frappe à distance de cette bande. En profil un petit peu plus fort et plutôt orienté corps à corps, il y avait une goulue de niveau 2 en un seul exemplaire. Alors elle, son équipement, je me souviens plus. Il me semble qu'elle avait une canne, ou en tout cas une arme de corps à corps. Et pour compléter tout ça, les infatigables larbins, au nombre de deux, hein. Donc le larbin qui accompagne gratuitement un pâté, et un petit larbin à côté en plus. Donc on voit tout de suite une liste quand même avec qui est orientée vraiment avec un ou deux profils d'élite, à pâté exécuteur, et beaucoup d'activation avec les 3, 4, 5, 6 troupes de base, hein, 3 goulus niveau 1, une goulue niveau 2 et 2 larbins. Donc ça fait quand même beaucoup d'activation, et c'est un autre point qui me faisait peur dans cette liste par rapport à ma liste avec très peu d'activation. Une liste bien construite. On note quand même l'absence de licans. J'avoue que ça m'a un peu rassuré. Euh, pour avoir testé les licans lors des derniers événements, je me suis rendu compte à quel point c'était fort. Et une liste où il n'y avait pas de porteuse d'eau, chose assez rare lors de cet événement pour le noter. Et c'était effectivement une volonté de mon adversaire d'essayer de faire une liste sans. Mais il s'est rendu compte que tout le monde avait tendance à jouer ce profil, euh, pas pour de, après voilà, pour de bonnes raisons entre guillemets, puisque effectivement c'est un profil qui est très puissant, notamment dans une liste comme ça avec autant d'activation. Tout ceci va donc affronter mes Tembo. Mes Tembo, je vais faire une rapide présentation puisque j'en ai déjà présenté lors de la précédente vidéo. Donc mon hiérophante avec son casque nasal et son petit grimoire pour avoir les sorts de base. D'ailleurs, la Apathé avait aussi, il me semble, des sorts liés, pas avec son petit grimoire, mais de base. Elle avait armure d'os, il me semble, euh, c'est sûr, et puis un autre sort, mais je ne sais plus lequel. Il y a donc mon novice, pareil, une canne et puis le casque anasal, une prêtresse niveau 1, une éclaireuse, une porteuse d'eau, les trois petits profils finalement sans trop d'équipement, l'éclaireuse qui a juste son célèbre petit arc de Teria, et puis juste chacune une petite arme gratuite. Mais voilà, c'était juste pour principe, pour se dire qu'ils ont une arme, parce que ça leur sert pas à grand chose en fait. Voilà. Et donc ces deux listes, ces deux fers de lance vont s'affronter sur le scénario
un scénario un petit peu particulier que je n'avais encore jamais fait, en tout cas en événement, et que je ne maîtrisais pas trop, puisqu'il s'agit de la salle des coffres. C'est un scénario en gros où il y a 10 coffres sur la table, 3 qui sont sur le bord opposé en contre, et les 7 autres qu'on a placés avec mon adversaire sur la table de manière plus ou moins aléatoire. Hein. Ils doivent juste être espacés de 2 toises chacun. Et en fait, chacun de ces coffres a une valeur en points de victoire euh, qui est inconnue, en tout cas au début de la partie. Nous, on a choisi, pour ajouter un petit peu plus de fun et d'intérêt à la partie, de ne découvrir la valeur des coffres qu'à la fin de la partie. Parce qu'en jeu, on peut décider de savoir ce que c'est comme coffre ou pas. Et donc, il y a un coffre qui vaut 20 couronnes, deux coffres qui en valent 10, trois coffres qui valent 6 couronnes, trois coffres qui en valent 4, et enfin un dernier qui ne contient aucun butin. Et le joueur qui remporte la partie, c'est celui qui récupère pas le plus de coffres, mais celui qui récupère la plus grande valeur. Donc on voit tout de suite effectivement qu'il y a une petite part d'aléatoire parce que quelqu'un qui récupère que deux coffres mais qui a de la chance, c'est celui à 20 et à 10 couronnes. Même si l'autre récupère la totalité des autres coffres, les 8 autres, il a pas l'équivalent de, il a pas autant ou presque quoi. Donc même en étant en retard sur le nombre de coffres, on peut encore potentiellement gagner. Donc ça fait que c'est un scénario qui est, en tout cas tant qu'on ne le sait pas forcément perdu d'avance. Après une rapide présentation des deux fers de lance, on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie en elle-même. Pour commencer, une petite photo pour que vous puissiez visualiser le champ de bataille qui est surtout principalement constitué de deux gros éléments de décor sous forme de murailles de forteresse, dont un qui va avoir un effet assez important sur la partie. En effet, avant même le premier tour, on va commencer très fort, en tout cas surtout du côté de mon adversaire, puisqu'il va faire un choix tactique extrêmement important. Puisque mon adversaire, donc Arnaud, a plus de niveau que moi dans son fer de lance. C'est un peu logique, hein, ça a été le cas pour les trois parties. Et donc c'est à lui de choisir qui c'est qui se déploie en premier, et donc qui c'est qui commence à s'activer, et qui c'est qui choisit son bord de table. Et là-dessus, au lieu de faire le choix le plus évident, c'est-à-dire que je me déploie en premier, et donc que je commence à m'activer alors que j'ai moins d'activation que lui, ce qui lui permettrait de jouer sur le surnombre d'activation, il fait un choix tactique très intelligent, en fait, de choisir de s'activer en premier, de se déployer en premier, pour pouvoir choisir le bord de table. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il va faire ça, il va me forcer à me déployer donc dans le quart inférieur droit, et là où il y a justement ce décor de muraille. Et ce décor de muraille, en fait, il y a deux ouvertures sur le champ de bataille, une au nord, une vers le sud. Et celle du nord, elle fait moins de 2 toises de large, ce qui fait que mes Tembo ne peuvent pas passer par là. Ce qui fait qu'en choisissant son déploiement, il joue un petit peu moins sur la suractivation, mais il me bloque complètement dans mon mouvement, puisqu'il me force, en tout cas pour mes deux Tembo, à me déplacer vers le sud et à provoquer de fait un goulet d'étranglement sur mes mouvements. Ce qui va me gêner énormément pendant tout le long du tour 1, puisque en fait, pendant ce tour, qui va être relativement calme en termes d'action offensive, il va profiter de ce goulet d'étranglement pour se déployer sur la table et récupérer un maximum d'objectifs. Voilà. Au cours de ce tour, il va donc activer d'abord ses goulus et ses deux larbins pour aller récupérer, je crois, les trois objectifs les plus proches, pendant que moi j'essaye, comme je peux, d'essayer de sortir de ce goulet. Je parviens avec difficulté à récupérer mon premier objectif, puisque mon éclaireuse kémiste se loupe sur son test de voir repérer, et elle décide d'aller de l'autre côté de la table pour se préparer au prochain. C'est mon novice Tembo en sortant qui arrive à récupérer un objectif. Et donc, à la fin de ce premier tour,
on se retrouve dans cette position-là, hein, où on voit que j'ai récupéré un objectif, mon adversaire 3, et il est largement en avance sur le champ de bataille en termes de déploiement et surtout de points de victoire potentiels. J'ai dû en plus être assez précautionneux dans mes mouvements à cause de son exécuteur, qui finit par se découvrir de lui-même, puisqu'il était au milieu de la table. Et de souvenir, en fait, il tente des attaques sur mon hiérophante, qui avait quand même gardé des points d'action. Mais ça me force à claquer tous mes points d'action pour me défendre un minimum. Voilà. Et donc, on commence le tour 2 ainsi, avec en dehors de l'exécuteur, il y a juste Apaté qui a essayé de lancer des sorts, mais que j'ai réussi à contrer grâce à mon hiérophante et le sort d'annulation. Hein. Et finalement, assez peu de combats. Vraiment, du positionnement, on a été relativement, euh, on va dire, pacifiste sur ce premier tour. Par contre, les choses vont complètement changer dès le début du tour 2. En fait, je suis forcé par mon adversaire de jouer beaucoup plus agressif, de par son nombre d'activations et aussi par le fait qu'il soit vraiment en avance sur le scénario. Celui-là, clairement, si je le laisse faire, avec sa mobilité supérieure et ses capacités d'activation en plus, il va facilement récupérer 2 ou 3 objectifs de plus. Par exemple, le Apaté, qui est pas loin de mon hiérophante, a déjà récupéré le quatrième, elle le porte. Et donc là, je me retrouve contraint de commencer le deuxième tour en activant mon hiérophante. Mon hiérophante que j'ai positionné pile poil dans l'aura de la porteuse d'eau, hein, et qui va donc foncer sur les larbins pour les charger et faire en fait une attaque d'écrasement. Donc je vais complètement ignorer l'exécuteur, qui est la seule figurine avec laquelle je suis au contact, chose que je peux faire avec un Tembu. Et donc, je rentre comme ça, ce qui repousse après coup avec mon enfoncement, l'attaque spéciale, je repousse les 2 larbins et Apaté. Les 2 larbins prennent l'attaque d'enfoncement, Apaté et le larbin à côté prennent forcément des dégâts de contact. Hein. Et après, je déchaîne la quasi-totalité de mes points d'action pour essayer de tuer les 2 larbins qui sont en position de défendre à la place d'Apaté. Parce que mon objectif, c'est de tuer Apaté avant qu'elle puisse s'activer. Parce que si elle s'active à ce moment-là, pour moi, c'est la catastrophe. Entre ses sorts qui peuvent me faire très mal et le fait qu'elle ait déjà un objectif, si elle sort, elle va pouvoir booster toute sa bande et je me retrouverai complètement dépassé par les événements. Et à la fin de cette activation de mon Tembo, de mon hiérophante, je parviens à tuer les 2 larbins et je laisse Apaté littéralement à 1 point de vie. Alors mon adversaire a très bien joué effectivement avec ses défenses. Il n'y a pas eu de critique des 2 côtés, mais il est parvenu à faire 1 ou 2 défenses sur ses larbins et une sur Apaté à la toute dernière, qui lui a permis de sauver la vie d'Apaté. Et là, j'ai un peu peur pour le reste de la partie. Néanmoins, moi, je pensais qu'il allait activer Apaté pour qu'elle s'enfuit. Et au contraire, en fait, il va plutôt décider d'activer son exécuteur, hein, qui va foncer sur mon hiérophante avec pour objectif de tuer mon hiérophante. Donc à ce moment-là, il fonce avec l'exécuteur sur mon hiérophante. Il déchaîne littéralement tous ses points d'action sur mon hiérophante qui, malgré tout ça, parvient à survivre. Il lui reste encore, je crois, un quart ou un tiers de ses points de vie, mais il est encore debout. Donc, à ce moment-là, j'active plutôt mon éclaireuse, hein, qui tente par principe une action de lire déchiffré sur l'objectif sur lequel elle était à la côté. Ça loupe aussi, malgré la relance, il me semble, de ma petite prêtresse, qui lui avait donné la relance de son autorité. Et à ce moment-là, je change de plan et avec ma prêtresse, je me rapproche et je décide de vider littéralement tous mes points d'action pour tuer Apaté.
Un pâté qui avait encore des sortes de protection et tout dessus, qui parvient à encaisser, et c'est littéralement à ma dernière attaque que je tue Apaté, parce qu'elle a réussi à défendre toutes les attaques avant, grâce au bonus de défense lié sur le tir, etc. Mais Apaté tombe, et là je suis, on va dire, un petit peu plus rassuré, mais pas encore serein. En riposte, mon adversaire avance avec l'une de ses goulus, récupère l'objectif qu'Apaté avait sur elle, dans l'objectif après de le ramener. Sur ce coup, moi j'active ensuite mon novice Tembo qui va rentrer dans la mêlée. Et là, mon objectif, ça va être encore de manière agressive de prendre pied au milieu de la table et de tuer l'exécuteur pour essayer de limiter le nombre de figurines sur la table qui ont encore une grosse puissance de frappe, et si possible d'empêcher la goulue derrière de maintenir sa puissance, de sa prise sur l'objectif. Donc je fonce dessus, je finis par attaquer l'exécuteur, et oui, j'avais oublié entre temps effectivement la goulue, après avoir récupéré l'objectif, à attaquer mon hiérophante et la tuer. Voilà. Il tombe, il récupère un quatrième objectif, et donc avec mon novice, j'avance et j'attaque l'exécuteur. L'exécuteur que je finis par faire tomber avec mon tembo, grâce au point d'action que j'ai gagné à droite à gauche. Et on se retrouve dans une situation où mon tembo se met en position pour prendre en zone de contrôle l'autre goulu, pour l'empêcher, voilà, de récupérer un cinquième objectif. À ce moment-là, la partie, nous sommes, je crois, à la fin du tour 2. On se retrouve avec 4 objectifs du côté des fangs, et toujours un seul de mon côté, puisque ni ma prêtresse ni ma kémiste n'ont réussi à récupérer l'objectif complet en dessous. Il y a juste, je crois, ma prêtresse qui est parvenue à faire un lire déchiffré sur l'objectif qui se trouve juste à côté d'elle. Mais elle n'a pas réussi après à le crocheter. On commence donc le tour 3. À ce moment-là, il me semble que je m'active et je parviens avec mon novice. Là, j'attaque le novice, pareil, pour l'empêcher de récupérer l'objectif central. Et là, j'ai un double objectif, c'est tuer la goulue avant qu'elle ne s'active. Et après, je reste sur place pour essayer de bloquer avec mon allonge le mouvement entre sa zone de contrôle où il doit déposer les objectifs à droite et sa goulue qui se trouve à gauche. En tout cas, je la force à faire des détours. Voilà. Je tente de faire un lire déchiffré sur l'objectif, chose que je ne parviens pas. Donc je n'arrive pas avec mon tembo à récupérer l'objectif sur lequel je me trouve. Je décide de ne pas faire de relance et de garder mon point d'action, enfin mes derniers points d'action et ma relance, au cas où si je me fais attaquer par ces goulues restantes. Arnaud, mon adversaire, voyant que ça va être le dernier tour, hein, par manque de temps, décide d'avancer avec sa goulue qui était restée en haut, qui avait déjà récupéré le premier objectif. Elle descend avec les 2 mouvements qui lui restent à l'objectif central, et elle parvient, comme c'est une goulue de niveau 2, à récupérer un autre objectif, à le crocheter et à le porter. Elle se retrouve donc avec 2 objectifs sur elle. Pendant ce temps-là, ma porteuse d'eau, elle, finit par récupérer l'objectif grâce à un jet de craftage, et le ramène en sécurité pour se protéger des 2 dernières activations Fang. Ce qui se passe ensuite, c'est que moi, je vais envoyer la prêtresse pour essayer de voler les objectifs qu'il ne peut pas encore sécuriser. Et donc, avec ma prêtresse, je fonce sur la goulue niveau 2 qui portait 2 objectifs, et je vais utiliser tous mes points d'action en désespoir de cause, littéralement, pour essayer de faire des jets de convaincre négocier, qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Alors là, c'est un jet en opposition,
Mais ben, c'est une petite prêtresse niveau 1 qui n'a pas des grosses stats contre une goulue niveau 2, hein. Et je vais parvenir à réussir une seule fois ce jet de convaincre négocier et à lui voler un des deux objectifs. Arnaud, en voyant ça, va utiliser son activation pour récupérer avec sa goulue niveau 1 sur ma prêtresse l'objectif, pareil, en utilisant convaincre négocier. Et vu que la goulue niveau 2 n'a plus aucun point d'action et n'a plus aucune relance, pour se protéger de mon éclaireuse qui ne s'est pas encore activée, il va récupérer les deux objectifs sur cette goulue, qui ne peut plus faire de mouvement, puisqu'elle a eu déjà ses deux mouvements nécessaires pour récupérer sur place, et donc elle ne peut pas se barrer, puisqu'elle a déjà fait au moins deux mouvements. Je prends ma dernière activation, littéralement, avec mon éclaireuse kémiste, et en fait, je vais au contact de cette goulue, et je parviens, en fait, avec le convaincre négocier, à récupérer les deux objectifs. Là, c'est un peu plus simple, parce que j'ai des meilleures stats avec l'éclaireuse pour ce test, et en plus, en face, c'est qu'une goulue niveau 1 qui a elle aussi qu'un seul dé. Et malgré ses relances, je vais parvenir à lui voler les deux, comme ça. Il lui reste sa dernière activation avec sa goulue, mais en fait, sa goulue se retrouve beaucoup trop loin et est obligée de faire un mouvement de détour beaucoup trop important pour contourner mon tembo. Et donc, en fait, il voit qu'il aura plus assez de points d'action. Il peut arriver au contact de mon éclaireuse, mais il va arriver sans aucun point d'action, et donc ne peut pas me faire de test de convaincre négocier pour essayer de les récupérer sans mon éclaireuse. De dépit, il décide de dévorer un petit peu la carcasse de mon hiérophante. Voilà. La partie se termine comme ça, en fait, à la fin de ce troisième tour, avec le fait que il a réussi à récupérer 4 objectifs assez tôt. Et de mon côté, j'en ai verrouillé 2 et j'ai réussi littéralement à lui en voler 2 à la fin de la partie. Voilà. Euh, donc, en termes de nombre d'objectifs possédés, à la fin, on se retrouve à 4 contre 4. Et il se trouve, en fait, quand on les retourne et qu'on récupère les différentes couronnes, il a un total de points de 30 couronnes, là où moi j'en ai 26. Voilà. Et donc, ça finit avec une victoire Fang à l'arraché. Il a très bien joué, enfin c'est plutôt mérité sur l'ensemble de la partie, hein. Il a vraiment joué l'objectif, il m'a poussé à jouer agressif, c'est moi qui ai dû forcer le truc, il a réussi à temporiser le temps qu'il faut. Il a juste eu, on va dire, pas de chance sur son exécuteur, qui n'a pas réussi à tuer l'hiérophante à son activation, ce qui a entraîné globalement derrière la mort d'Apathé. Et ça s'est vraiment joué sur ce moment-là. Au départ, il était plutôt bien parce qu'il avait réussi à sauver Apathé avec un point d'action. Mais en faisant le choix de l'activation de l'exécuteur pour tuer l'hiérophante et ne pas y parvenir en une seule activation, ça m'a laissé un tempo en fait pour achever Apathé. Et ensuite, le novice est rentré dans le tas. Une partie néanmoins extrêmement tendue. C'est pour ça que je tenais à vous faire globalement ce petit rapport de bataille sur cette partie, parce qu'elle a été vraiment tendue du début à la fin, avec de nombreux retournements de situation. Et sincèrement, je pense quand même que si à la fin j'avais gagné cette victoire, remporté cette partie au nombre de couronnes, ça n'aurait pas vraiment été mérité. C'est pour ça que je pense sincèrement que mon adversaire mérite la victoire, de par ses choix tactiques et par son positionnement, qui m'ont énormément embêté. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tout petit rapport de bataille vous a plu. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Anthropia.